Enseignement supérieur et coronavirus, quelle contribution à la gestion de la pandémie, quelle meilleure utilisation des solutions numériques, quel appui de l'État, comment adapter davantage les contenus aux réalités technologiques. Pour en parler, ce dimanche 3 mai 2020, de hauts responsables de l'enseignement au Sénégal et à l'étranger. Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur et ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ababacar Sedirsi, fondateur et président directeur général de Subdeco. Adamou Moussa Saleh, directeur général de l'ESMT. Pape Aliou Ndiaye, directeur général de l'ESP. Mbaye Amar, directeur des opérations du groupe ISM. Et Mamadou Lamine Goudiaby, directeur de la formation et de la recherche à l'ESTM. ITEC spécial enseignement supérieur et coronavirus à suivre ce dimanche 3 mai par visioconférence sur e-radio aux alentours de 7h25 et 12h25. ITEC, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Plaisir de vous retrouver sur l'antenne de e-radio pour un numéro spécial dédié à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur dans ce contexte de coronavirus, quelle contribution côté innovation? Des écoles se sont déjà illustrées avec plusieurs solutions numériques pour aider à la gestion de la pandémie. Je n'en parle pas beaucoup parce que nous allons en parler pendant 50 minutes ce dimanche. Plusieurs solutions numériques commentées par plusieurs aux responsables de l'enseignement supérieur, même dénominateur commun, l'enseignement supérieur que vous avez dirigé, Mary Teuw Niane, d'octobre 2012 à avril 2019. Bonjour. Bonjour Ousmane. Professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur et président de l'Assemblée de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Vous êtes mathématicien, un mathématicien passionné, d'ailleurs qui plaide notamment pour une mathématique dans nos langues nationales, le Wolof et le Pulaar. Particulièrement, vous êtes un Mondar, comme on dit, de même qu'Aboubacar Sedirsi. Bonjour à vous, monsieur le PDG. Bonjour, Ousmane. Fondateur et président, directeur général de Subdeco, grand passionné des lettres et des mathématiques, feu Alpha Date, votre ancien professeur surnommé Monsieur Larousse. Un parcours en transport et logistique, commerce international et marketing, ancien directeur commercial de Manutrans International, ancien directeur adjoint du marketing de la Sotiba Simpafrique, qui avait réalisé un chiffre d'affaires arrêté à la somme de 18 milliards de francs CFA, administrateur de la EGBS, membre du comité d'audit et des comptes, membre du conseil présidentiel de l'investissement, président de la confédération des grandes écoles BM, IAM, Subdeco et bien entendu ISM. Comment chacun d'entre vous assure la continuité des cours? Je démarre par monsieur le PDG de Subdeco, Aboubacar Sedirsi. À la suite des mesures édictées par notre gouvernement, oui. Nous avons immédiatement procédé à la mise en place d'un dispositif pour que nos enseignements ne connaissent pas de rupture. Cependant, nous avons eu la chance d'avoir eu une plateforme digitale dans le cadre de notre département e-learning qui dispensait nos enseignements un peu partout à travers l'Afrique et je dirais même à travers le monde. Oui. Et cette plateforme nous a permis donc de basculer la totalité de nos programmes en enseignement à distance. Cela se passe très très bien. Nos étudiants suivent. Il y a eu quelques difficultés au départ. Certains étudiants n'ayant pas d'ordinateur ni de smartphone, l'école a pourvu à cela en les aidant à s'équiper. Donc pour le moment, je pense qu'au niveau administration de la plateforme, il n'y a pas de problème particulier, sauf que les étudiants et les parents ont déjà dit leur satisfaction. Maintenant, je voulais ajouter, je ne sais pas si j'ouvre un débat déjà tout de suite. Allez-y, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'on puisse former un futur cadre d'entreprise totalement à distance. Donc, ce dispositif est certes efficace et très plaisant, mais ne saurait remplacer dans beaucoup de domaines un enseignement en présentiel, parce que j'ai toujours pensé que l'enseignement à distance était un palliatif, un support, un complément à la formation d'hommes, de futurs responsables que
nous devons apporter à nos étudiants. Donc, y aller avec le moderne et le traditionnel, les deux donc à la fois, M. Sy. Absolument. Il faut y aller parce que la formation nécessite quand même beaucoup de contacts, pas physique, mais de contact entre le formateur et le formé. Qui puisse lui transmettre son savoir en y mettant tout ce qu'il faut comme ingrédients humains. Vous savez, c'est vraiment la grande problématique de l'enseignement moderne. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'idées par rapport à ça, mais j'aimerais, pour ne pas garder la parole, dire que c'est quand même un palliatif. Parce que je vois il y a beaucoup de grands partisans de l'enseignement à distance, totalement à distance, qui est beaucoup moins coûteux, bien entendu, mais qui reste quand même un complément simplement. Un regard rapidement avant d'aller plus en profondeur dans cette émission. Comment vous trouvez un peu la politique étatique concernant l'éducation à distance? Est-ce que justement cette équité et cette égalité, est-ce qu'elles sont respectées? Je voudrais d'ailleurs préciser que vous avez fait un très très bon choix de vos invités, de très grandes personnalités de l'enseignement, de la formation. Merci. C'est quand même intéressant. Marito Nian, mon ami et frère, qui a été quand même bâtisseur de tout ce dispositif de l'enseignement supérieur. Il a évoqué tout à l'heure l'enseignement à distance. Ben, c'est son œuvre. L'UVS aujourd'hui est une réalité très 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 forte. J'étais en discussion il n'y a pas longtemps avec le directeur pour voir dans quel cadre nous pouvons collaborer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en place d'un système d'enseignement à distance, c'est-à-dire une technologie très puissante, des méthodes, une organisation et des contenus. Ce qui est très très important, ce sont les contenus des enseignements, ce système qui pourra permettre à notre pays et éventuellement à d'autres pays africains de profiter de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement à distance. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut évidemment des enseignants formés. Mon ami M. Goudabi de l'ISM l'a dit tout à l'heure, il faut la formation des formateurs, c'est un grand défi, c'est un très grand chantier. Beaucoup d'enseignants ne sont pas... Parce que l'enseignement à distance n'est pas la réplique exacte de l'enseignement en présentiel. C'est deux choses différentes. L'enseignement en ligne ne peut pas avoir la même durée. Un cours en ligne ne peut pas avoir la même durée qu'un cours en présentiel. Il doit être très concis, très efficace, avec beaucoup d'illustrations vidéo, d'exemples, d'illustrations des phénomènes qu'on peut expliquer aux étudiants. Alors, c'est pour ça que j'ai fait appel, moi, au niveau de notre pays. Je parlais tout à l'heure de la mise en place, le professeur Marito parlait de la mise en place d'une connectivité entre les universités publiques. Il avait prévu également que le privé en fasse partie. Malheureusement, à ce jour, on ne voit pas une mise en œuvre de cette volonté. Et je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que ça donnera une plus grande efficacité à l'enseignement à distance. Un dernier point sur cet aspect, je suis persuadé qu'il y a une expertise au Sénégal. Dans tous les domaines, vous avez des universitaires, des enseignants, très très bon niveau qui peuvent s'adapter, mais très rapidement à ces innovations et qui ont également la capacité de même d'aller plus loin dans les contenus. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses qui diffèrent et nos enseignants sont en mesure, j'en suis persuadé, d'aller très très vite dans cette orientation. Juste un dernier mot, nous avons une volonté de mettre en commun un certain nombre, de mutualiser un certain nombre d'aspects de nos enseignements, de nos programmes, au seul profit de nos étudiants et de l'économie de notre pays et de l'économie de l'Afrique. Ce qui est, je pense, qui doit être encouragé, c'est la mise en commun, la mutualisation des forces pour permettre d'aller
d'aller un peu plus loin dans ces technologies. Aujourd'hui, quelle offre de formation? Parce qu'on parle beaucoup de la technologie, de l'innovation. Comment se positionne Subdeco par rapport aux nouveaux métiers du digital, notamment, comme on les appelle? Je pense que nous avons déjà un pôle depuis très longtemps, pôle innovation d'informatique qui a muté en pôle de développement numérique et de transformation numérique, qui prend en charge, bien entendu, toutes les formations dans ce domaine. Et ça produit, nos étudiants sont recrutés, nos diplômés sont recrutés par les sociétés de télécom, les départements des grandes banques qui sont dans le domaine de la monétique. Nous avons un essaimage quand même assez important. Donc, ce qui veut dire que le besoin est là. Les besoins sont exprimés. Il y a des besoins énormes dans le secteur du numérique, dans la transformation digitale. C'est heureux d'ailleurs qu'on est dans le cadre du campus franco-sénégalais avec l'IMT Mines Télécom de Paris. Nous avons mis en place un bachelor en transformation digitale des entreprises. Vous savez, depuis quelque temps, nous parlons beaucoup de transformation digitale des entreprises, mais la question qu'il fallait se poser également, où sont les transformateurs, où sont les hommes qui devaient se Tout à fait. Donc, l'idée était là. Il fallait donc la concrétiser en formant des jeunes qui sont préparés pour aller dans les entreprises et assumer ces fonctions de transformateurs dans le domaine digital. Je pense que le professeur Marito l'a dit, il faut qu'il y ait une volonté nationale. Moi, je suis tout à fait... quand j'y réfléchis bien, connaissant bien le secteur de l'enseignement supérieur au Sénégal, le potentiel que nous avons, c'est extraordinaire. Je pense qu'on était dans une dynamique de révélation de ce potentiel-là, dans des différents programmes, dans des projets, et c'est ça qu'il faut réaliser de manière urgente, c'est de faire éclore ces talents, de leur donner le cadre, l'écosystème qui leur permet de s'exprimer au profit de l'économie nationale. Vous savez, on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Ça fait des bons, ça peut permettre à une économie des bons importants. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner dans l'industrie, dans même la sécurité. Nos étudiants qui ont gagné le prix Gaïa de 2000, ils ont conçu un logiciel qui permet d'assurer la sécurité de toute une ville. Donc, à partir d'une plateforme, tous les éléments, tous les ingrédients qui permettent aux services de sécurité d'intervenir dans telle ou telle zone, ils l'ont sur une plateforme. Que pensez-vous du plaidoyer de certains qui estiment que l'éducation au numérique, au digital, ça devrait être démarré dès le collège? Vous en pensez quoi? Mais absolument. Vous savez, plus l'enfant est formé à une technologie ou à des méthodes de travail, plus en arrivant dans le supérieur, il est préparé à aller dans des directions de performance très très importantes. Donc, je suis tout à fait d'avis que nous devrions regarder de plus près notre système d'enseignement depuis le primaire, voir quelles sont les innovations qu'il faut intégrer pour permettre d'atteindre l'enseignement supérieur dans les meilleures dispositions. Je disais tout à l'heure que tout le potentiel est là, si vous voulez. Au Sénégal, nous avons des ressources humaines de très très haut niveau. Mais il faudrait canaliser cela dans un système, dans une réflexion d'ensemble. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission, à retrouver à l'instant sur mes réseaux LinkedIn et Facebook. Merci pour la fidélité toujours renouvelée. Excellent dimanche, excellente semaine.